Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Dans ce nouvel épisode d'Écho de Ferme, prenons le large sur le bassin de Thau pour découvrir la filière de l'huître, typique du département de l'Hérault. Pour cela, tous à bord pour retrouver Loïc sur le mas ostréicole de la famille Sanchez, l'un des plus gros producteurs de la région. À mon micro, Loïc présente l'univers de la production d'huîtres sur le bassin, différente de sa cousine élevée dans l'Atlantique. Il nous explique que la France a une place notoire grâce à ses huîtres de qualité reconnues sur le marché mondial. Et la famille Sanchez ne manque pas d'imagination pour être innovante et se démarquer afin de répondre aux attentes du consommateur. Loïc aborde aussi les défis de son métier liés au changement du climat ou encore aux habitudes de consommation. Représentant fièrement la 4e génération d'ostréiculteurs dans la famille, il revient sur un enjeu crucial, le renouvellement des générations qui touche aussi la filière ostréicole. Allez, viens Moussaillon, je t'embarque avec moi. Bonjour Loïc. Bonjour. Merci de m'accueillir sur la ferme ostréicole de la famille Sanchez, située dans l'Hérault sur le bassin de Thau, donc qui est le plus grand étang du Languedoc, situé entre Sète et le Cap d'Agde. Loïc, tu es ostréiculteur avec ton père et ton frère, et tu produis donc des huîtres. Avant de plonger dans l'univers de l'huître, est-ce que tu peux revenir sur l'historique de cette ferme familiale, s'il te plaît ? Oui, donc aujourd'hui je représente la 4e génération de la famille Sanchez. Donc c'était à l'époque, dans les années 1950, mon grand-père, donc qui était ostréiculteur. Ensuite mes grands-parents, donc ma grand-mère et mon grand-père. Et donc aujourd'hui je travaille avec mon père qui est gérant de la société, mon frère qui s'occupe de toute la partie production et moi qui suis à la partie commerce et expédition. Donc c'est tes arrière-grands-parents qui ont créé cette structure en 1950 ? Oui, c'est bien ça, oui. Pourquoi ils se sont lancés dans cette filière ? Donc mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs à la base. Il y a eu une crise agricole pendant ces années-là et donc après ils se sont tournés plutôt vers l'ostréiculture qui était un nouveau métier pour la région et où ils ont réussi à un peu mieux gagner sa vie. D'accord. Et ensuite c'est ta grand-mère qui a repris le relais avec ton grand-père ? C'est bien ça. Et ensuite, ton père Guy a repris le flambeau. C'est ça, exactement. Il y a eu beaucoup d'agrandissements lorsque Guy s'est installé, avec plus de tables d'élevage. C'était lié à quoi ? Donc en fait, mon grand-père et ma grand-mère, comme mon père, étaient vraiment des producteurs. C'est-à-dire qu'ils produisaient leurs huîtres et ils vendaient donc en gros directement le produit, on va dire, brut. La volonté de mon père, ça a été de commercialiser les huîtres sous sa marque et sous notre nom. Donc vraiment aller jusqu'au bout du process, donc produire les huîtres, mais également les commercialiser, les conditionner et les vendre directement à nos clients. Donc il a créé la marque Sanchez. C'est ça, exactement. Donc il voulait vraiment avoir la main sur l'aval de la filière et notamment la partie commercialisation à l'époque. C'est ça. D'où la volonté de s'agrandir ? Oui, donc en fait pour faire cela, donc on a dû agrandir l'établissement pour pouvoir, parce que on va dire que la partie production c'est un métier, mais la partie commerce et expédition c'en est un autre. Donc c'est vraiment des machines qui sont totalement différentes. Donc on a dû agrandir l'établissement pour pouvoir accueillir cela. Et aujourd'hui, la structure Sanchez, c'est l'un des plus gros producteurs d'huîtres du bassin. Ouais, c'est ça. Et on arrive à toi, la 4e génération, avec ton frère. Quel est ton parcours avec ton frère ? D'où vous venez ? Est-ce que vous êtes lancé directement dans l'ostréiculture ou pas ? Et pourquoi vous avez décidé ensemble de rejoindre l'aventure de votre père ? Donc non, nous, on a vraiment appris notre métier avant de se lancer dans l'ostréiculture, parce que l'ostréiculture, c'est un métier qu'on a toujours vu depuis qu'on est petit. On appelle ça mas ostréicole chez nous. On a toujours vécu un petit peu dans le mas, donc on a voulu vraiment voir autre chose et voir ailleurs. Donc mon frère a fait les compagnons du devoir, il a été mécanicien agricole. Et donc moi j'ai fait une formation d'ingénieur en électrique et électronique. Donc on a vraiment appris chacun notre métier de notre côté. Et après donc on s'est retrouvés il y a 8 ans pour mon frère et donc 7 ans pour moi dans l'aventure ostréicole. Et qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre cette aventure ? C'est vrai qu'on travaille dans un milieu quand même qui est assez privilégié.
c'est différent du bureau ou de ce qu'on peut voir en ville. Et puis c'est le fait quand même de reprendre le flambeau, on va dire, de l'histoire familiale et de travailler un produit qui est vivant, et c'est assez exceptionnel, quoi. Effectivement, j'ai remarqué que le cadre était plutôt idyllique. Surtout lorsqu'on est sorti aller voir les parcs d'élevage directement sur le bassin d'eau. Ouais, c'est vrai que là, c'est une bonne période en plus. Oui, avec le soleil. Et du coup, tu expliquais au début que vous vous êtes répartis la charge de travail. Donc ton père, il est plutôt sur la partie gérance, ton frère sur la partie production et toi sur la partie exportation. C'est ça, commerce et expédition. Commercialisation. La structure Sanchez en quelques chiffres. Si tu devais me donner des chiffres clés, ce serait lequel ? L'entreprise Sanchez, aujourd'hui, on est environ 25 salariés à l'année. On peut monter jusqu'à 50-60 salariés aux périodes de fête de Noël, qui est la grosse période de production et donc de vente. On commercialise environ 700 tonnes d'huîtres par an. Donc je dis bien une moyenne parce que ça peut varier énormément en fonction de la mortalité. Sachant qu'on récolte moins de 20% des huîtres que l'on ensemence. Donc voilà, ces 700 tonnes peuvent varier énormément, autant en plus qu'en moins. On expliquera un peu le processus de l'huître pour expliquer aussi pourquoi il y a cette mortalité qui est importante. Et donc en termes de tables, de nombre de tables ? Nombre de tables, on a une soixantaine de tables aujourd'hui. Qui sont réparties sur le bassin. Réparties, voilà, sur le bassin de Thau, sur l'ensemble du bassin, Bouzigues, Metz, Marseillan, etc. Plongeons maintenant dans ton quotidien, en tout cas sous la casquette d'un ostréiculteur. La culture d'huîtres, ça se passe comment ? Si tu devais résumer un peu les étapes clés. Alors, les huîtres, la première étape, c'est le pré-grossissement. Donc, on reçoit les huîtres dont le naissin vient énormément de la face atlantique, qui est le gros site de captage, on appelle ça, de captage de naissin. Donc, il y a énormément de naissins qu'on reçoit de là-bas. Donc, on les fait pré-grossir, c'est-à-dire que nous, comparé à la face atlantique, on élève les huîtres sur corde, on les colle. Donc pour pouvoir les coller, on va les faire pré-grossir. Donc pour atteindre une certaine taille, donc on va les coller sur des cordes avec du ciment de maçon classique. Pour la première étape, quand tu les as en stade juvénile, on va dire, oui. Tu les mets dans des sacs que tu vas suspendre dans l'eau pour qu'elles grossissent pendant à peu près 6 mois, comme tu m'expliquais. C'est ça, donc on appelle ça des pernettes. On va mettre le naissin dans les pernettes entre 3 et 6 mois suivant la période. Une fois qu'elles sont assez grosses pour les coller, on va donc les sortir de ces pernettes, on va les coller sur des cordes avec du ciment. Là, on va les laisser entre 8 et 12 mois. Pareil, tout dépend des années, de la période, est-ce que ça pousse vite ou moins vite. Et donc, une fois qu'elles sont à taille qu'on estime correcte pour les commercialiser, on va donc les sortir de l'eau et on va les calibrer. On va les détroquer et les calibrer. Donc, alors, quand tu parles de détrocage, oui. C'est-à-dire de les séparer finalement. C'est ça. On va les séparer, donc on va séparer l'huître du ciment et de la corde. Et on va donc enlever également donc, tout ce qui s'est développé autour de l'huître. Il y a une réelle biodiversité qui se développe, donc les moules, les algues, tout ce qu'on peut retrouver dans le milieu marin du bassin de Thau. Et donc on va enlever tout ça à la période du détrocage pour ensuite les calibrer, sachant que le calibre de l'huître, c'est en fonction du poids et non de la taille. Donc les huîtres vont être pesées une à une, et suite à leur poids, elles vont être mises en poche par calibre différent. Par poids. Par poids. Parce qu'après, finalement, tu vas les commercialiser avec un revenu qui est différent en fonction de leur calibre. C'est ça, exactement. Et ensuite, elles retournent dans l'eau. Oui, c'est la partie finition, donc affinage. Donc là, on va les mettre dans des poches, des pochons qu'on appelle, et on va les remettre à l'eau sur les tables ostréicoles pendant environ 15 jours. Parce que donc, les huîtres ont été un petit peu brutalisées pendant toutes ces étapes de détrocage, de calibrage également. Donc on va les remettre en poche pour les finir et donc qu'elles s'affinent, qu'elles refassent leur belle coquille pour pouvoir les déguster. Et ensuite vous les récupérez pour les nettoyer. C'est ça. Avant l'expédition. Exactement. Donc comment ça se passe sur cette partie-là ? Donc là après on va récupérer les pochons sur le bassin de Thau, on va les laver, les trier parce qu'il va y avoir une partie de mortalité comme sur chaque étape de production. Ensuite on va les mettre en bassin de purification, donc ça c'est minimum 24 heures de purification. Donc l'huître va filtrer une eau qui est purifiée, et en filtrant cette eau elle va se purifier elle-même. Et suite à cela on peut les vendre au bout de 24 heures, donc on va les conditionner une à une dans des bourriches en bois. Et ensuite donc chaque caisse va être comptée avec un nombre d'huîtres, pesée pour un poids minimum, puis cerclée et palettisée. Et ensuite ça part.
Et après, ça part chez nos clients. C'est quoi la saisonnalité d'une huître ? Donc la grosse saisonnalité des huîtres, donc ça va être le collage janvier, février, mars jusqu'à mi-avril, pour ensuite les récolter au mois de novembre et décembre, donc pour le gros pic de consommation, on va dire, qui est Noël en France, sachant qu'aujourd'hui on ne vend pas des huîtres seulement en France, mais de partout en Europe, voire dans le monde. Donc grâce à cela, parce que nos voisins européens ne mangent pas que des huîtres à Noël comme nous on le fait beaucoup en France, et donc ça nous permet également d'échelonner et de répartir la production et donc les ventes. Donc on colle quand même des huîtres et on récolte des huîtres toute l'année. Après il y a quand même la deuxième grosse saison en France qui est la saison estivale, parce qu'on se rend compte que les jeunes mangent beaucoup des huîtres au restaurant quand elles sont déjà ouvertes sur des plateaux, plutôt que de les acheter au magasin et de le faire soi-même, ouvrir les huîtres soi-même, quoi. Donc vous répartissez votre production sur toute l'année, mais avec une grosse période qui va être celle de Noël au vu de la période des fêtes. Et maintenant, de plus en plus, la période estivale. C'est ça. Où l'huître est revenue, on va dire, un peu au goût du jour. C'est ça. C'est un produit qui est revenu à la mode pour les jeunes de déguster des huîtres en restauration. Et aujourd'hui, on se rend compte que les mois de mai, juin, juillet, août, ces mois-là réunis, on fait autant d'huîtres qu'à Noël, en fait. D'accord, alors qu'avant... C'était 70-80% de vente et de commercialisation sur les fêtes de Noël. Ah oui, donc effectivement, il y a vraiment une évolution qui est liée à la consommation. Oui, donc on adapte vraiment notre production en fonction de la consommation, quoi. Et quelle méthode vous utilisez ? Parce que dans l'Atlantique, on a cet effet de marée qu'on ne retrouve pas dans le bassin de Thau. Quelle est la typicité finalement du bassin de Thau et notamment par rapport à cette non-marée qu'il y a ici ? Nous, comme j'expliquais un petit peu avant, on produit donc les huîtres sur corde. C'est vraiment notre méthode de production, c'est de coller les huîtres sur corde. Comparé à l'Atlantique où ils élèvent leurs huîtres en poche. Et en fait, ils changent la dimension de maille des poches pour élever donc du naissin jusqu'à la finition. Ça, c'est sur la face atlantique. Nous, on est vraiment collé sur corde et après, donc c'est un métier. Le métier est similaire, mais c'est vraiment deux façons différentes de produire une huître. L'avantage, c'est que nous, on va les coller une à une. Donc nous, on colle environ 20 millions d'huîtres par an, une par une. Et vu qu'on va les... À la main, tout à la main, ouais, c'est tout fait à la main, ça encore. Et vu qu'on va les coller une à une, on va arriver un petit peu à façonner l'huître finale, pratiquement. En créant un espacement entre chaque huître assez régulier. Le fait de mettre la tête de l'huître entre guillemets vers le bas pour éviter que l'huître aille chercher le soleil et s'allonge. En mettant la tête de l'huître vers le bas, en fait, l'huître va s'épaissir, il va se conquer. Donc une belle huître pour nos ostréiculteurs, c'est une huître bien ronde et bien conquée. Voilà, qui soit creuse finalement à l'intérieur. Exactement. Et donc vous faites en forme de suspension finalement, oui. Une méthode en suspension. Oui. Et donc, vu que c'était un peu trop facile pour nous, on a décidé de reproduire l'effet des marées. On était un petit peu jaloux de nos confrères. Du coup, on s'est mis à reproduire l'effet des marées. Comment vous avez procédé ? Donc, en fait, on a mis des moteurs sur les tableaux ostréicoles, sur les perches. Et donc, en fait, on vient enrouler la corde autour de la perche. Et ce qui fait monter donc, la corde d'huître sur une hauteur d'environ 3 mètres. Donc, c'est automatisé ? C'est automatisé, oui. Et donc là, vous les remontez, et puis ensuite, vous les replongez dans le bassin pour avoir comme si c'était une marée naturelle, mais finalement, vous créez cet effet avec le moteur. C'est ça. Et l'avantage qu'on a, c'est que du coup, on décide quand on le fait ou quand on le fait pas. Et quelle est la différence sur le produit final ? Donc ça va être une huître qui va être beaucoup plus dure, donc qui va mieux tenir sur l'étal ou à l'exportation. Et c'est surtout une huître en fait, qui va être beaucoup plus charnue à l'intérieur. Voilà, parce qu'en fait, l'huître va consacrer son énergie à faire de la chair plutôt que de faire de la coquille. Elle se nourrit de quoi, une huître ? Du phytoplancton naturellement qu'on le retrouve dans l'eau. On la nourrit pas artificiellement, quoi. C'est vraiment, elle filtre ce qu'il y a dans l'eau, elle se nourrit avec ce qu'il y a dans l'eau. Finalement, le plus gros du travail, ça va être vraiment cette gestion, ces allers-retours finalement pour l'huître, pour changer à chaque fois de poche, entre la partie accrochée, ensuite on la remet sur des pochons, ensuite on va la remettre dans l'eau et ensuite on va la rechercher. Ça va être ces allers-retours finalement qui va être la plus grosse gestion pour l'ostréiculteur dans le bassin de Thau. C'est ça, c'est vraiment le charroi qu'on fait. On colle les huîtres, on les récupère, on les détroque, on les remet à l'eau, on les met en poche, on les récupère.
Donc ouais, c'est vraiment la manutention. Et c'est là que tu m'expliquais aussi qu'il y a la plus grande mortalité, c'est aussi tous ces allers-retours qui fait que des fois ça peut créer des chocs et donc il y a la mortalité. Sur le nombre initial, il y a à peu près 20% qui est vraiment récolté à la fin. C'est ça, exactement. Donc c'est à chaque étape de production, il y a de la mortalité, mais il y a également de la mortalité qui peut subvenir sans étape de production, c'est-à-dire rien qu'à l'étape de collage, au bout de 6 mois qu'elles sont collées, on peut avoir de la mortalité sans vraiment de raison, quoi. Vous produisez de l'huître de Bouzigues notamment. C'est quoi cette appellation ? On a pris le nom d'huître de Bouzigues parce que c'est là où a été produit les premières huîtres sur le bassin de Thau. Donc le nom de Bouzigues est une ville autour du bassin de Thau. Voilà, on est juste à côté d'ailleurs. Voilà, donc nous on est sur la commune de Loupian, mais les premières huîtres ont été produites à Bouzigues, donc ça a pris l'appellation du nom de la ville. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique cette huître ? Donc c'est une huître qui est plutôt salée et iodée. Très salé, très iodé. En première mise en bouche, on a ce goût de sel et d'iode qui revient assez fort. Et en fin de dégustation, on retrouve un goût de sucre et de noisette. Vous produisez aussi de l'huître bio ici, c'est-à-dire une huître bio. Donc une huître bio, c'est une huître qui est issue exclusivement de naissains naturels, donc qui se reproduit naturellement dans l'eau. Sachant que ces huîtres bio ne sont pas faites sur le bassin de Thau à Bouzigues, mais sont faites en pleine mer, en Méditerranée. D'accord, en fait, l'appellation bio et cette certification que vous avez, c'est pas lié forcément à votre méthode de travail, c'est plus l'origine du naissin qui est certifié bio et que du coup ensuite vous produisez à côté de celles qui sont no bio, avec les mêmes méthodes. C'est les mêmes méthodes de production, sauf que là c'est fait en mer Méditerranée, donc sur des grandes filières qui étaient utilisées et qui est toujours utilisée pour certaines pour faire des moules. Mais voilà, c'est vraiment le naissin qui est certifié bio. Par un organisme certificateur. Voilà. Et pourquoi Guy a voulu se lancer sur ce marché-là ? Parce que déjà c'était important en termes d'image pour l'entreprise. C'était l'un des premiers sur le secteur. Oui, on était l'un des premiers à produire et commercialiser des huîtres bio en France. On était même en avance sur l'Atlantique à ce sujet-là. Et donc ouais, c'était une volonté éthique et enfin c'était important pour l'entreprise. Et en plus il y avait une réelle demande du consommateur du produit bio, quoi. Mais sur le naissin, entre un naissin bio et un naissin non bio, quelle a été la différence en amont pour qu'il y ait vraiment une distinction ? Le naissin bio donc, est exclusivement de naissin naturel ou d'écloserie certifiée bio. Sachant que donc, l'écloserie, en fait, c'est une espèce de pisciculture pour le poisson, mais là, c'est dédié pour les huîtres. Et donc, dans ces écloseries, on peut également faire des huîtres triploïdes. Et donc, la triploïde est interdite dans le naissin bio. D'accord, c'est pour ça. Et triploïde, c'est ce que tu m'expliquais, c'est ce qui permet finalement d'avoir une huître toute l'année, qui ne soit pas forcément laiteuse en été et qui n'ait pas cette partie reproduction. C'est ça. Comme tu m'expliquais aussi lors de la visite. C'est ça, exactement. Ça va être la grande distinction. Tu parlais juste à l'instant de la Méditerranée et que vous aviez des parcs sur place. Finalement, vous avez 3 terroirs différents. Vous avez le bassin de Thau, vous en avez aussi en Camargue et vous en avez sur Gruissan. Pourquoi avoir 3 sites différents et quelles sont les différences ? Donc c'est vraiment 3... L'huître de base est la même, mais c'est vraiment 3 terroirs différents. Donc c'est à partir du moment où on met un essaim à élever dans un milieu différent, le naissain, donc l'huître, va prendre les saveurs et le goût de ce terroir. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous aime manger local et donc aime manger les huîtres qui se trouvent devant chez lui. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la production d'huîtres à Port-Saint-Louis-du-Rhône, en Camargue, donc en collaboration avec un ostréiculteur sur place. Et on a donc également des bassins d'affinage, des espèces de clairs en fait, sur les salins de Gruissan. Donc mon frère est co-gérant des salins de Gruissan et donc on a eu l'idée d'utiliser les clairs du salin pour faire de l'affinage, mais également du stockage et de la mise à l'abri sanitaire de nos huîtres. Parce que finalement, il va avoir un goût différent après sur chacune. C'est ça, exactement. Ouais. Tu faisais notamment une analogie avec le vin tout à l'heure. Ouais, moi je compare souvent ça avec un cépage pour le vin. On peut avoir un cépage qui peut être planté de partout en France et autant la finalité du vin sera complètement différente en fonction de là où ce cépage est planté. Je trouve que c'est exactement pareil pour les huîtres en fait. J'avais une curiosité sur les parcs. Comment c'est géré cette répartition des parcs sur le bassin de Thau ? Quel est l'organisme qui pilote ça et qui contrôle finalement cette répartition des parcs entre les ostréiculteurs ?
Donc le nombre de tables est défini depuis plusieurs années, qui est de 2560 il me semble. C'est fixe du coup. Voilà, c'est fixe. On ne peut pas en mettre plus ni moins. C'est vraiment une étude qui a été faite sur le bassin de Thau de combien de tables on pouvait y mettre maximum pour pas gêner la biodiversité et avoir une huître de qualité. Donc ça c'est géré par les affaires maritimes, donc les services de l'État. Et voilà, donc les concessions, c'est des concessions donc, qui sont à l'outil, qui sont louées. Donc le plan d'eau est loué aux ostréiculteurs et la structure métallique nous appartient. Donc c'est ta structure métallique, mais par contre, vous avez une sorte de location par rapport à l'emplacement que vous utilisez. C'est ça, exactement. Qui est reversé ensuite aux affaires maritimes. C'est bien ça. C'est finalement l'équivalent d'un fermage pour un fermier. Ouais, c'est ressemble. Loïc, vous avez quoi comme difficulté ici sur le bassin de Thau pour la production d'huîtres, notamment par rapport au climat déjà? Est-ce qu'il y a, par rapport au réchauffement climatique, une conséquence sur l'huître que vous avez notée? Donc là, il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous embêter, on va dire, sur la production d'huîtres sur le bassin de Thau. Donc, comme tu viens de dire, il y a le climat. C'est vrai qu'on peut noter un réchauffement climatique, donc qui, dans un premier temps, réchauffe l'eau et peut créer donc un manque d'oxygène dans l'eau. Donc ça, le seul moyen de pallier à ça, c'est le vent. Il faut qu'on ait du vent. Il faut du Mistral. Voilà, un beau Mistral, ça fait la différence. C'est important pour nous, le vent. Ensuite, on a un problème aussi parce que le réchauffement climatique, ça engendre la montée des températures des eaux, mais également l'acidité de l'eau. Et donc ça peut créer des problèmes de mortalité sur nos huîtres, en fait, parce que l'eau est trop salée. Du coup, il y a des espèces qui peuvent, des espèces de phytoplancton ou autres qui peuvent disparaître et donc manquer un petit peu de nourriture. Donc des fois, finalement, elles ont moins d'alimentation. Voilà, ça peut arriver. Après, ça dépend vraiment des années. Cette année, on a eu plutôt une année pluvieuse, donc c'est plutôt une bonne année pour nous. Après, il y a également des prédateurs comme la dorade. La dorade nous mange les huîtres. Est-ce que vous avez de la dorade sur le bassin? Voilà, on a de la dorade royale, on a du loup, on a des seiches. Mais la dorade est un problème pour nous parce qu'elle nous mange les petits naissains, donc les petites huîtres. Elles arrivent à couper les huîtres en deux et manger les huîtres. Donc on est obligé d'équiper nos tables de filets, pas de pêche mais de protection en fait. Donc on ne va pas pêcher la dorade, on va juste protéger nos huîtres du prédateur. Pour l'empêcher de venir à l'intérieur. Exactement. Ici, sur la structure Sanchez, vous avez fait le choix de produire que des huîtres. Pourquoi que cette production et quelles sont les autres productions qu'on peut retrouver sur le bassin de Thau? Dans la famille, on a toujours produit que des huîtres et mon père m'a toujours dit vaut mieux produire qu'une chose bien plutôt que deux mauvaises. Donc voilà, on est vraiment spécialisé dans la production d'huîtres qui est totalement différente des moules qu'on peut retrouver sur le bassin de Thau, où c'est vraiment un autre métier, c'est d'autres machines de production, de conditionnement. Enfin, c'est vraiment deux métiers qui se ressemblent mais qui sont totalement différents dans l'approche de travail et du matériel. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de spécialiser. Rester spécialisé uniquement dans les huîtres. On est sur la partie commercialisation finalement aussi. Ici, vous faites pas mal d'exports. Vers quels clients vous exportez? Alors déjà, il y a une partie en France, mais il y a aussi des clients étrangers. Oui, donc on envoie nos huîtres de partout en Europe, voire même dans le monde. Donc en Europe, ça peut être Italie, Espagne, pays scandinaves, Suisse, pays de l'Est, Roumanie, Lituanie, Estonie, etc. Et ici, en France, avec qui vous travaillez? En France, on travaille beaucoup avec donc, des grandes distributions, des grossistes, des marailleurs, quelques restaurants en direct localement. Et ensuite, on a aussi une boutique de vente directe sur la ferme, donc sur l'exploitation. On a repris aussi des marchés depuis après le Covid, donc 2020. Donc ma femme s'occupe de marchés dans la région du Tarn, de marchés de vente directe. On fait de la vente en ligne aussi pour le particulier. Du e-commerce. Voilà, vous êtes partout finalement. De partout. C'est un choix aussi de vouloir être sur plusieurs secteurs de commercialisation différents? Oui, c'est un choix. Avant, on était vraiment centralisé, grande distribution, grossiste, marailleur. Au Covid, on a vu que tout ça a un petit peu tout chamboulé. Donc, on a eu des idées de se développer directement aux consommateurs avec le e-commerce, avec la boutique directe, etc. C'est qui ta cible finalement? Est-ce que tu es sur une cible avec un produit de qualité ou est-ce que tu es sur grand public? Non, la marque Sanchez, après quand on appose notre couvercle, notre marque sur nos huîtres, c'est pour garantir une qualité aussi aux consommateurs. Après, bon, c'est vrai qu'on a quand même deux variétés d'huîtres, enfin
pas variété, mais deux méthodes de production qui est un petit peu différentes. On a l'huître classique, donc qui est collée sur corde et qui est immergée en permanence dans l'eau. Donc ça c'est l'huître, on va dire, fine, classique. Et après on a une huître spéciale. Donc la méthode de production est similaire, sauf qu'on va reproduire l'effet des marées. C'est ce que tu expliquais juste avant. Voilà. Et donc cette huile-là va être beaucoup plus charnue, beaucoup plus qualitative. Donc après c'est vraiment deux consommateurs et deux clients qui sont quand même assez différents. C'est pas parce qu'elle est plus charnue qu'elle est forcément meilleure pour certains. Il y en a qui préfèrent une huître plus claire, plus fine. Alors Là, ça dépend des goûts voilà, finalement. ça dépend vraiment des goûts, mais après c'est vrai que l'amateur d'huître, il va aimer une huître spéciale bien charnue. Ouais. Dans le monde, le plus gros producteur d'huîtres, c'est la Chine, qui couvre 80% de la production mondiale. Donc la France est quand même loin derrière. En France, aujourd'hui, est-ce qu'on arrive, avec la filière actuelle ostréicole, à couvrir les besoins ou est-ce qu'il y a une nécessité d'importer des produits étrangers ? Ici, vous faites de l'exportation avec d'autres pays. Est-ce qu'il y a une balance qui se fait et qui explique que en fait, tout le marché français est couvert et donc il y a un surplus qui est exporté ? Ou est-ce que finalement, il y a quand même des flux avec de l'importation de l'huître étrangère et vous exportez à l'international par rapport à la qualité de votre huître seulement ? Non, il y a très très peu d'importation d'huîtres d'autres pays, d'Europe ou d'autres pays. Le plus gros producteur d'huîtres européen, c'est la France, de très très loin. Les huîtres chinoises, les Chinois ne les consomment pas crues. En fait, ils les consomment uniquement cuites, transformées, parce que leur qualité d'eau n'est pas assez suffisante pour pouvoir consommer le produit cru. Donc, les Français, on vend des huîtres aux Chinois. Tu veux dire en termes sanitaires ? Oui, en termes sanitaires. Donc, c'est pour ça que nous, toutes les semaines, on vend des huîtres en Chine, à Hong Kong. Parce qu'en fait, le consommateur chinois mange les huîtres françaises crues. C'est une des seules qui mange crues. Parce que ici, la qualité est assez assurée au niveau de l'eau pour pouvoir la commercialiser et en tout cas la consommer crue. C'est ça, exactement. Loïc, comment tu vois l'avenir de la filière ostréicole en France ? On parle du fait qu'elle couvre les besoins en France, notamment la majorité. Est-ce que ça annonce un avenir radieux ? C'est quoi les défis actuels et ceux qui sont à venir pour toi ? La filière ostréicole, c'est vrai que... on est sur une année, voire 2 années assez compliquées. Pas forcément en termes de production, mais plutôt de consommation. Il se consomme de moins en moins d'huîtres en France. C'est lié à quoi selon toi ? Je sais pas, peut-être les jeunes qui ont plus l'habitude et les coutumes à manger des huîtres comme faisaient leurs parents ou leurs grands-parents. Moi, je vois quand je vais sur les marchés, il y a beaucoup d'anciens qui viennent toutes les semaines acheter des huîtres, mais il n'y a pas beaucoup de nouvelles générations qui viennent, ou alors ils viennent plus de temps en temps, ou quand ils font un repas entre amis, mais ils n'ont plus l'habitude de consommer des huîtres tous les jours, malheureusement. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait par rapport à ça, pour donner envie aux nouveaux consommateurs de continuer à consommer de l'huître, parce que ça, c'est très très bon pour la santé en plus. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, on était 800 producteurs sur le bassin de Thau. Aujourd'hui, on n'est plus que 400. Et il y a des estimations qui sont faites. Je crois qu'il y a plus de 60% des ostréiculteurs qui sont à la retraite dans les 5 ans à venir. Donc c'est une filière qui est un petit peu compliquée actuellement. Oui, qui est une filière qui peut être en péril. Finalement, on retrouve les mêmes défis que les agriculteurs qui sont sur Terre, on va dire, qui ont aussi ce défi de transmission avec le renouvellement des générations. C'est ça. Donc c'est assez compliqué, autant au niveau de la consommation, mais aussi de retrouver des gens qui veulent faire ce métier. C'est vrai que c'est un métier qui est... Aujourd'hui, c'est une carte postale quand on vient sur le bassin de Thau. Voilà, il fait c'est sûr, beau, quand il y a le soleil, c'est parfait, mais c'est vrai que l'hiver, quand il pleut, quand il y a du vent, c'est moins drôle. C'est un métier qui est rude, quoi. Je pense que c'est un métier que si on n'aime pas ce métier, on ne peut pas le faire, quoi. Il faut vraiment être passionné. C'est même plus que aimer, c'est être passionné de ce métier pour pouvoir le faire, quoi. Donc on a beaucoup de mal aussi à recruter, parce que c'est un métier qui est rude et il y a de moins en moins de jeunes qui reprennent aussi la succession des parents. D'accord, donc là le défi, on est encore sur cette thématique de renouvellement des générations, y compris sur la filière ostréicole, même si c'est une filière finalement de qualité par rapport aux pays étrangers, on a quand même encore ce défi de trouver des jeunes qui veulent s'installer pour reprendre le flambeau. Tout ça corrélé aussi à une baisse de la consommation, donc est-ce que ça va stagner ou pas ? On ne sait pas, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que c'est un peu en tout compliqué. cas, pour toi et ton frère, vous continuez l'aventure. Oui. J'ai une question un petit peu plus globale sur ta place d'ostréiculteur dans l'univers du monde agricole. Quand on pense à un agriculteur ou à l'agriculture au sens large,
On va dire c'est l'ensemble des travaux qui permettent de produire un aliment. Donc l'ostréiculture en fait partie de l'agriculture au sens large. Comment toi tu te vois par rapport au secteur agricole ? Est-ce que tu te sens concerné par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans l'actualité quand on parle d'agriculteurs ? Ou est-ce que pour toi vous vous voyez comme une case à part ? Non, on fait partie de la même famille. Nous, on dit qu'on est les agriculteurs de la mer. On se surnomme comme ça. Donc non, on fait vraiment partie de la même famille et du même bateau avec les agriculteurs de terre, quoi. Et comment tu vois les récentes contestations qu'il y a eu dans le monde agricole en début d'année 2024 ? Est-ce que vous vous sentiez concerné par les revendications qui étaient mises en lumière ? Oui, bien sûr, on est également concerné. On est également concerné là-dessus. Après, peut-être, on va dire, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas trop d'importation d'huîtres d'autres pays, parce qu'on est vraiment le pays producteur et phare dans la filière ostréicole. Donc on est un petit peu moins dérangé par rapport à ça. Sinon, après, on est vraiment des agriculteurs comme la terre. On est dans le même bateau, c'est pareil. Même combat. Même combat. Loïc, j'ai une dernière question que je pose à tout le monde à chaque fois dans mes épisodes. Quel écho veux-tu envoyer aux auditeurs qui nous écoutent ? S'il y avait un seul message à leur transmettre, ce serait lequel ? Si vous avez envie de tenter l'aventure dans le domaine ostréicole, vous êtes les bienvenus. Les portes sont ouvertes, on cherche du personnel ou même des repreneurs de sociétés. Et consommer des huîtres toute l'année, voilà. Pas qu'à Noël. Et si on est curieux, on vient directement te voir ici, vu que vous faites des visites. Voilà, exactement. Et si vous voulez venir visiter le domaine ostréicole pour voir si ça vous plaît, ou même en famille pour passer un moment, vous êtes le bienvenu. Merci Loïc pour ton accueil, pour cette belle visite qu'on a fait ensemble, et surtout la découverte de cette filière. Et je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.